Bonsoir tout le monde, bienvenue au 5e épisode de Sur la piste du crime, votre podcast True Crime favori par un couple franco-ontarien. Je suis René et avec moi, mon épouse, l'intelligente Mireille. T'as trouvé quelque chose. Ben T'as oui. trouvé quelque chose à dire. Tantôt, il disait qu'il n'y avait rien à dire. ah. Faut toujours, je te complimente, c'est une tradition. ah. Hey, 5 épisodes! Yeah! Fêtons le 5! C'est la fête du 5. Aujourd'hui, j'ai des petits shout-outs à faire, René. OK, go. Premièrement, shout-out à notre groupe sur Facebook, notre crime de beau groupe. Oui. Hihi. Donc pour tout le monde, on a fait un groupe privé où est-ce qu'on peut avoir une discussion de crime et des cas qui s'en viennent dans le futur peut-être. Vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous pensez aussi. Là. En privé, c'est un peu plus... Privé. c'est un peu plus privé, c'est ça. Oui. Aussi, je voulais faire un petit shout-out à Mimi Street, c'est une boutique qui nous regarde en faisant des vraiment bons gâteaux. Elle avait des échantillons au Sip and Surf dans le mall cette semaine. Puis moi puis notre fils, on en a goûté un. Là, ça. Non. Ouais, je te l'avais pas dit. Hein? Non, C'était très délicieux. tu t'en es pas vanté. Puis aussi, je voulais faire un petit shout-out à Chantal, la cousine à René, qui nous écoute en faisant du camping. Merci, Chantal. Aussi, j'ai comme un petit fait insolite aujourd'hui. J'ai pas le tarlat du Canada. Ah, c'est quelque chose de différent. Je l'ai déjà posté sur notre groupe Facebook, le groupe privé. C'est un fermier qui a perdu ou qui s'est fait voler 30 000 poussins au mois d'avril. 30 000. 30 000! C'est beaucoup. Mhm. Comment qu'on... Comme j'ai des questions. Comment Oui. est-ce qu'on vole 30 000 poussins? Oui, 30 000. Et là, Ça prend comme beaucoup de poches. des poches, oui. Oui. Non, c'est comme ils rentrent tout avec des grosses culottes puis ils se mettent ça dans les poches. Ben, je sais pas comment ils ont fait leur coup, mais c'est ça. Le fermier s'est fait voler 30 000 poussins au mois d'avril. Et là, au mois de mai, un autre 15 000. Un autre fois. Mhm. Tu penserais comme après la première fois que tu as perdu 30 000 poussins, tu vas comme améliorer tes mesures de sécurité, tu vas te mettre des caméras, quelque chose. Puis là, lui, vu qu'il a perdu 30 000 poussins, il a perdu 30 000 piastres. Il en a perdu 45 000. Oui, excuse. Ouais, Oui. en tout. Comme 30 000 la première fois, 15 000 la deuxième. Ou 15 000 la première, 30 000 la deuxième. Oui, c'est ça. Je me souviens pas exactement comment ils valaient les poussins, mais c'était environ ça, là, une et quelques. Donc, c'est ça. Oui, c'est... Oui. Ça vaut une pièce du poussin. Ben, un petit peu plus. Pauvre petit Un poussin. petit peu plus qu'une pièce. Oui, pauvre petit poussin. Pauvre monsieur. Ouais. Je sais pas. Mais comme je suis vraiment curieux comment ils ont fait. Comme ça doit être une grosse opération, voler comme 30 000 de quelque chose. Tu sais. Mhm. Ça prend des camions, ça prend comme plusieurs personnes. C'est vraiment pas. Si tu fais ça tout seul, Oui. comme arrête, premièrement, là, comme c'est pas correct, là, c'est illégal. Mais deuxièmement, comme je veux voir qu'est-ce qu'il a fait, je veux voir comment il a fait. Comment t'as fait ta shot? Oui. Uh-huh. En tout cas, c'est ça qui est ça. C'est intriguant. Mhm. Donc, René, question. Où est-ce que la piste nous apporte aujourd'hui? Aujourd'hui, on est sur la piste de Dawn Eva Carice. Elle s'appelait elle-même Dawn the Running Bear, Dawn l'ours qui court. Elle leur a dit plusieurs fois que si elle avait la chance de sortir et de courir, qu'elle courrait et que personne ne pourrait l'arrêter. Elle disait « Je dois retourner chez moi. Mes enfants ont besoin de moi. » Le 9 août 2001, âgée de 43 ans et patiente de l'hôpital psychiatrique de North Bay depuis plus de 9 ans, Dawn se retrouve sans supervision dans la salle de bricolage. Elle trouve une porte déverrouillée, sort dehors et court vers ce qu'elle croit être sa liberté, vers ses enfants. Mmh. Comment en est-elle arrivée là? Ouais. Connais-tu l'histoire de Dawn? Non, je connais pas l'histoire de Dawn. Du tout. J'ai jamais entendu parler. Je te raconte ça. Sur mes sources aujourd'hui, c'est un épisode de True North True Crime. C'est un podcast anglophone. Un épisode de W5 sur la CTV. Le site web de la police de North Bay. Le site des investigations Whereabouts Unknown. Un petit minuscule article de journal North Bay Nugget. Et puis le groupe Facebook Help Find Dawn Eva Carice. Trigger warning, il va y avoir des discussions autour des troubles psychiatriques et de santé mentale dans l'épisode d'aujourd'hui. Il est question aussi de ce qu'on appelle au Canada MMIWG, c'est Missing and Murdered Indigenous Women and Girls. Puis en français, c'est l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.
Puis aussi, je vais utiliser le terme comme possiblement un peu daté, asile, comme qui signifie hôpital psychiatrique. J'utilise pas le terme de façon dérogatoire. Comme quand j'ai grandi, on entendait le terme asile tout partout pour référer formellement à un hôpital psychiatrique, puis vraiment ici, dans notre région, spécifiquement à l'hôpital psychiatrique de North Bay, parce que c'est la région dans laquelle on a grandi. Puis j'avais même un ami quand j'étais jeune qui disait, tu sais, ma mère était à l'asile de North Bay, puis c'est comme ça qu'on parlait. Donc, prenez-y pas offense si des fois je dis asile, ça veut dire la même chose qu'hôpital psychiatrique. C'est comme ça qu'ils appelaient ça dans le temps. Oui. Les asiles. Mm-hmm. Partie 1. Dawn, la mère. Née le 19 février 1958, Dawn vient de la réserve Odanak au Québec, une communauté abénakise un peu à l'est de Sorel-Tracy. Il n'y a vraiment aucun détail disponible sur la jeune vie de Dawn, c'est dommage. On sait juste qu'éventuellement, le destin emmène Dawn à Kirkland Lake, en Ontario, qui est à environ 250 km au nord de North Bay et pas trop loin à l'ouest de Rouyn-Noranda. Kirkland Lake, c'était anciennement une boomtown minière due à l'abondance d'or qu'on y retrouve. Juste avant la Deuxième Guerre mondiale, la ville compte plus de 25 000 habitants. Là, comme Mireille, on était à Kirkland Lake vraiment? souvent. Savais-tu que c'était une très grande ville? Bien, très grande. Beaucoup, beaucoup plus grande qu'elle l'est aujourd'hui. Ben, je savais que c'était une ville minière, mais je savais pas qu'il y avait 25 000 personnes à un moment donné. Oui, puis aujourd'hui... Aujourd'hui, il ne doit pas avoir plus que 7 000. C'est ça. Aujourd'hui, Kirkland Lake a considérablement rapetissé et est seulement environ 7 000 habitants. T'as raison. J'ai juste guessé que c'était comme proche comme Cap. Bien, on passe par là souvent. Oui. On se rappelle probablement subconsciemment du numéro sur la pancarte. Peut-être. Puis, fun fact, le lac autour duquel la ville s'est développée a été rempli de résidus de mines d'or qui ont fait la renommée de la ville. Fait à Kirkland Lake, il n'y a pas de lac Kirkland. C'est comme l'Hôtel Dieu. Pas de Dieu, pas d'hôtel. Ouais, là, ta joke de François Pérusse. Ouais, mais Jean Coutu, lui, au moins, il y a une pharmacie. On en retourne au sérieux. Mm-hmm. Dawn donne naissance à une petite fille nommée Nicole, mais Dawn ne restera pas avec le père de Nicole. Dawn se mariera plutôt à un homme nommé Brooks McNeil, et ensemble, ils auront 2 autres enfants, une fille nommée Sandra et un fils nommé Brooks, comme son père. Les 4 demeurent à Kirkland Lake, et la fille aînée de Dawn, Nicole, vit aussi dans la région de Kirkland Lake. Mais c'est pas clair si elle vit avec Dawn ou si elle vit avec son père, mais ils sont toutes proches ensemble. Dawn est très présente dans la vie de ses 3 enfants. Elle est une maman à la maison et on dit qu'elle est une très bonne mère. Elle est très énergétique. Les gens qui la connaissent disent qu'elle est drôle, gentille, douce et pleine d'esprit. Elle aime jouer avec ses enfants et chante pour eux quand c'est le temps du dodo. Oh, cute. Dawn veut poursuivre une carrière lorsque ses enfants seront à l'école. Elle s'enregistre dans un cours de soudage. J'admire beaucoup que c'était quelque chose que Dawn voulait faire, parce que c'est pas un métier que tu entends souvent qu'une femme veut poursuivre. Puis son conjoint Brooks, lui, travaille surtout en dehors de la ville. J'ai pas vraiment trouvé autre chose à propos de Brooks, il n'y a quasiment aucun détail. Tout va bien pour la famille McNeil-Carris. On est heureux et les enfants se portent bien et sont en santé. Jusqu'à date, c'est une famille bien normale du nord de l'Ontario. Ben, c'est ça. Partie 2. Un cadeau de Noël inattendu. Oh, un bon ou un pas bon? Je vais te le compter. Le 24 décembre 1990, à la veille de Noël, Dawn est dans la cuisine et fait des préparatifs pour le temps des fêtes. Devant l'évier de sa cuisine, Dawn éprouve de la difficulté à respirer. Elle se met à tousser beaucoup et elle ne se sent pas bien du tout. Non. Un mauvais réflexe qu'on a souvent quand on se met à sentir mal, c'est qu'on s'en va se cacher en quelque part. Mais Dawn a fait pareil. Elle ne veut pas alarmer ses enfants, qui ont tous les 2 moins de 4 ans. Sandra a 4 ans à ce temps-là, je pense, puis son petit frère est encore plus jeune. Tu sais, mettons 4 puis 2, là. T'as pas Nicole, la plus vieille? Ouais, mais je pense pas que Nicole était là, parce qu'elle a son père. Ah, OK. Elle se dirige vers le corridor en continuant de tousser. Elle ne le sait pas, mais elle est en manque d'oxygène. Elle perd son souffle complètement et s'effondre au sol. Oh my gosh. Ouais, ça va pas bien. Wow. On la transporte d'urgence à l'hôpital de Kirkland Lake. Les médecins détermineront que Dawn a subi une attaque de cœur due à un caillot sanguin. Ah, ça c'était peurant. Le caillot s'est frayé un chemin à travers son système et s'est coincé dans son cœur, l'arrêtant de battre. Ah, c'est... Elle demeurera dans un coma pendant plusieurs jours en luttant pour sa vie. Dawn n'a que 32 ans. Ah, épouvantable. Quand Dawn se réveille finalement de son coma à l'hôpital, elle est entourée par des visages étrangers, des visages qu'elle ne reconnaît pas. C'est-tu des médecins qui ont sa chambre d'hôpital? Non. C'est-tu des infirmières? Non plus.
ce monde-là sont pas en uniforme, fait que c'est probablement pas du personnel de l'hôpital. Dawn est confuse. C'est qui ce monde-là? L'attaque de cœur lui a causé des lésions cérébrales, du brain damage. Oh. C'est dû à un manque d'oxygène au cerveau pendant son arrêt cardiaque. La mémoire à court terme de Dawn est sévèrement affectée. Le monde qui sont là avec elle dans sa chambre d'hôpital, Mireille, c'est son mari et ses enfants. Ah, je m'en doutais. Dawn ne se souvient plus d'eux. Oh, ça fait pitié. La petite fille Sandra, qui a 4 ans à ce temps-là, a dit qu'elle se souvient quand ses mères se réveillaient, puis que sa mère ne les reconnaissait pas. Imagine. Ah, pauvre petite, elle devrait probablement même pas comprendre pourquoi que sa mère ne la reconnaissait pas. Ouais. Ah, c'est horrible. Dans un instant soudain, Dawn a passé d'être une mère de famille heureuse avec des plans de poursuivre un métier de soudeuse à une personne qui ne reconnaît même plus sa propre famille. Tristement, on se rend vite compte que sa condition est permanente. Dawn se rétablit physiquement de son accident, puis sa mémoire, je crois, elle revient jusqu'au jour de l'accident à peu près. Fait éventuellement, elle va reconnaître ses enfants, son conjoint, mais le reste de sa mémoire, c'est comme si ça l'arrête à l'accident. À ce jour-là? Ouais, comme elle a beaucoup de misère à retenir des nouvelles informations. Quoi. Oh, wow! Puis elle retournera éventuellement vivre à la maison avec ses enfants. Ça va passer à 50 First Dates. Comme je pense pas que c'est comme sévère ou comme ça, là, comme elle est capable de comme fonctionner un petit peu. Non, je comprends. C'est juste Mais- quand t'as dit ça qu'elle se rappelait pas à partir de ce jour-là. Ouais, comme les descriptions qu'il y a d'elle dans les différents témoignages, ça sonne vraiment comme qu'elle est stock à ce jour-là. Quoi. Ça fait donc bien pitié. Toi pis tes cas, c'est horrible. Comme je veux pas supposer comme exactement comment qu'elle se ressent elle non plus, Mais parce que non. personne ne le sait. Là. Mais non. C'est à ça que ça me fait penser quand je lis les descriptions. Fait qu'on dit que Dawn est coincée dans le temps. Pour elle, le temps s'arrête le 24 décembre 1990, le jour de son attaque de cœur. Ses enfants, dans ses yeux, ne vieillissent plus. De ce que je comprends, pour elle, ses mémoires avant l'attaque de cœur sont plus ou moins claires, puis après l'accident, c'est le brouillard total dans sa tête. La situation spirale de plus en plus. Dawn ne peut pas prendre soin d'elle-même, et encore moins de ses enfants. C'est de plus en plus dangereux de laisser Dawn seule à la maison. Elle a besoin de soins et de supervision 24/7. Environ 1 an après l'attaque de cœur, Brooks en arrive à une réalisation triste. Il ne peut plus gérer la situation. Il est vaincu et doit s'admettre l'évident. Dawn doit être placée pour son bien-être et pour sa sécurité. Elle a juste 32 ans. Imagine. Ben, c'est 1 an après, fait Ben, qu'elle a... 33, de bord. Ouais, 32, 33. Oh, Liam. Mais oui, le point est qu'elle est extrêmement jeune. Elle a subi un handicap majeur à cause de son accident. J'avais écrit j'ose de ça, puis tu l'achètes. C'était perfect. Oh, good. J'ai hâte de ça. Hey, Echo, tout le monde va t'entendre. Ça se peut que vous entendez le chien là, au travers, là, parce que il demande beaucoup d'attention à Mireille présentement. Ta petite patte. OK, Echo. Brooks cherche des solutions pour son épouse, et le médecin de Dawn lui en propose une. Il croit que Dawn est une candidate idéale pour l'admission involontaire à l'hôpital psychiatrique de North Bay, à l'asile. Brooks se fait rassurer que sa conjointe sera en pleine sécurité à l'hôpital psychiatrique. Elle sera sous surveillance 24/7 et recevra des soins de pointe. Ayant aucune autre option disponible, Brooks consent que Dawn soit admise involontairement. Un psychiatre de l'asile détermine que Dawn ne peut pas décider pour elle-même et donc son admission involontaire est approuvée. Je vais être extrêmement clair à ce point-ci que Dawn ne souffre pas d'une maladie mentale. Dawn a un sévère trouble de mémoire à court terme puis elle a plutôt un handicap. Mais elle n'est pas malade psychiatriquement dans le sens du terme. Je ne veux pas apporter aucun jugement envers Brooks et la famille de Dawn. Mais moi, la manière que je vois ça, c'est que c'est très possible que la décision d'envoyer Dawn à l'asile, c'est une décision financière parce que ça peut coûter très cher de placer quelqu'un dans un foyer. Ouais, c'est cher, puis même avoir de l'aide à domicile, c'est cher aussi, là. Mhm. Mais peut-être aussi qu'eux, ils ont pensé, tu sais, troubles de mémoire, ça peut avoir rapport avec santé mentale, tu sais, comme... Ouais. Si tu sais pas. Oui, comme c'est ça, je dis, je veux pas amener de jugement, mais comme Mhm. à ce point-ci, je veux dire, il y avait peut-être d'autres options que comme des auditeurs ont pensé à. Mais moi, je pense que c'était probablement trop cher pour eux. C'était hors de leurs moyens. Peut-être. Aucune idée pourquoi ils ont pris cette décision-là, mais Mhm. c'est la décision que pensais qui était la meilleure dans ce temps-là. Comment tu te sentirais, Mireille, si tu n'aurais aucun autre choix que de me placer?
Elle fait un gros sourire, là, comme « Yes, je suis ça! » Il va te placer. Ben non. Ah, ben, je sais pas. Je me sentirais vraiment pas bien. Parce que qui va tourner la pelouse, qui va faire à manger, qui va s'occuper de la piscine. Mais non, mais non. Non, je pense même pas que... C'est pas quelque chose que j'ai jamais pensé à, puis je veux vraiment pas penser à ça. C'est ça, puis c'est pour ça que cette histoire-là elle m'attire beaucoup, parce que c'est quelque chose de tellement triste, mais comme ça pourrait arriver à n'importe qui. Imagine, c'était vraiment jeune, 32 ans. Oui, puis c'est comme... Ah, je veux même pas y penser. c'est comme si le temps s'arrête là pour elle. Oui, non, je veux même pas y penser. Fait qu'en 1992, Dawn est forcément séparée de ses enfants et est admise involontairement à l'asile de North Bay. Partie 4. Sur le top de la côte. Oh, qu'on l'a entendu souvent, celle-là. Top de la côte. Mhm. Quand on quitte North Bay par la route transcanadienne 11 en s'en allant vers New Liskeard, Cochrane ou même Notteville, Kapuskasing, à seulement quelques kilomètres au nord de la ville de North Bay, après avoir monté une très grande côte, il y avait dans le passé un établissement énorme directement sur le bord de la route, sur le côté est de la route. C'est ce que ici, dans notre région, on appelait l'asile de North Bay, ou informellement, sur le top de la côte, comme Mireille a dit. T'as préempté mon texte. J'ai ruiné. L'hôpital a été construit en 1957. C'est un complexe gigantesque de 320 000 pieds carrés, qui est environ 30 000 mètres carrés. Et l'hôpital peut accueillir jusqu'à 1100 patients et nécessite au-delà de 600 employés. C'est un des plus grands hôpitaux psychiatriques au Canada. 600? Oui. Wow. L'asile de North Bay, pour nous autres, en grandissant ici, dans la région même, c'est un endroit un peu mythique que parfois on utilise pour faire peur aux enfants. Je me souviens d'avoir entendu des phrases du genre « Si tu fais de telles choses, là, on va t'amener sur le top de la côte à North Bay. » Je me rappelle pas qu'aucun adulte n'a jamais dit ça à un enfant. Oui, j'ai déjà entendu ça plusieurs fois quand j'étais jeune. C'est juste ma famille, I guess. Ou peut-être à l'école. Tu sais quoi, là, je suis plus certain d'où j'ai entendu ça. C'est probablement les jeunes qui se disaient ça entre eux autres, parce que je pense pas que tes parents ils t'auraient dit ça. Non, je dis pas que mes parents l'ont dit. OK. C'est peut-être à l'école que je l'ai entendu. Peut-être, oui. Il y a clairement une connotation négative envers l'asile dans la communauté. Ah, ben oui. Quand il y a ce genre de joke-là qui se fait faire. C'est là que je m'en allais avec ça. Oui. J'ai ruiné d'autres choses encore pour toi. L'hôpital a été initialement conçu comme un établissement de soins de longue durée pour les personnes atteintes de maladies mentales graves et persistantes comme la schizophrénie et les troubles bipolaires. Les patients y reçoivent une gamme de traitements, y compris de la médication, la psychothérapie et l'ergothérapie. J'ai même lu certaines sources qui disent qu'il y a eu du electroshock therapy à North Bay, qui n'est pas vraiment surprenant. Je pense que ça s'est fait pas mal tout partout. Surtout dans les années 50, 60, quand il essayait des nouvelles choses, là. Ouais. Oui, le shock therapy, oui. C'est affreux, ça. Ouais. Je sais pas comment que tu t'arrives à la conclusion, m'a zappé, puis je pense que ça va te guérir. C'est juste de la torture. Ouais. Pour plusieurs patients, la vie dans l'hôpital est très régimentée, avec un horaire très strict de repas, de médicaments et d'activités. Plusieurs patients vivent dans des chambres de style dortoir, avec peu ou pas de vie privée ni d'effets personnels. Les anciens patients de l'hôpital disent s'avoir senti déshumanisés et isolés dû à l'approche très institutionnelle des soins à l'asile. Par contre, les patients peuvent participer à des programmes thérapeutiques d'art, de musique et autres thérapies récréationnelles, ainsi que des opportunités éducationnelles comme des formations pour le travail. Puis il y a des jardins et des animaux de ferme que les patients peuvent s'occuper d'eux dans le cadre de leur thérapie. Fait que là, je réalise, j'ai commencé comme vraiment, vraiment négatif pour l'hôpital, mais j'avais des belles choses après. Là. Je voulais comme balancer les deux. Là. On a quand même dans notre tête que c'est négatif. Oui, mais j'aime ça que c'est quoi leur programme d'ergothérapie? Ils ont des jardins et des animaux de ferme que tu peux te prendre soin d'eux. Ça, c'est cute. Ça doit être comme. J'espère que c'est encore fait, comme ça sonne très thérapeutique. Oui, au moins ça leur donne quelque chose à faire qui est positif. Tu sais, comme. Puis tu peux voir comme purpose. Tu peux voir un but, une progression. C'est ça, qu'est-ce que tu fais. Ouais. Oui, exactement. L'asile a également un pavillon qui accueille les criminellement non responsables à cause de troubles mentaux. Ah oui. C'est un pavillon à sécurité moyenne. Les cas les plus sérieux en Ontario sont envoyés à l'asile de Oak Ridge, près de Penetanguishene. Fait que c'est un peu comme les prisons et puis les pénitenciers normales. Il y a des niveaux de sécurité. Oui. So,
Ça, à North Bay, ils ont les criminellement non responsables dus à la cause mentale. Je sais pas c'est quoi le terme canadien exact, là. Mais eux qui sont jugés fous puis non responsables. Medium sécurité, c'était à North Bay dans ce temps-là. D'habitude, c'est ceux qui sont inaptes à passer un procès parce que c'est des... je me souviens plus c'est quoi le terme exact, là. T'as-tu des exemples de criminels qui auraient été envoyés à North Bay? Non, parce Non? que ça a plus rapport à l'histoire. Je trouvais juste que c'était Ouais, ok. je trouvais juste que c'était intéressant à dire. C'est moi qui étais rendu trop loin. Oui. Là. Puis en anglais, je trouve le terme vraiment bizarre. Ils appellent ça un forensic wing. Forensic, c'est pas plus comme des fouilles? Ouais, comme forensic, je pense à comme la science Ouais, de les l'investigation. CSI. Ouais. Ouais, Les autres, ils appellent ça files. the forensic ward, the forensic patient. Ah. Puis c'est de même qu'ils réfèrent aux autres. Faudrait regarder c'est quoi le vrai terme, la vraie définition de forensic. C'est intéressant. Mm-hmm. En 2005, le gouvernement ontarien annonce qu'il change sa stratégie en soins psychiatriques, qui, dorénavant, sera axée sur des soins communautaires. On annonce que l'asile sera fermé en 2011. Et finalement, en 2013, tous ces édifices sont démolis. Ils l'ont démoli? T'as jamais remarqué? J'ai jamais remarqué qu'il était démoli. Ok, mais c'était ma prochaine phrase. De nos jours, lorsqu'on conduit à côté de l'ancien emplacement de l'asile sur la route 11, on remarque, sauf Mireille, que ces traces disparaissent et sont de plus en plus absorbées par la nature. In my defense, probablement que je dormais. Tu dors toujours. Je dors toujours quand on voyage. On part de Cap, je mets un podcast True Crime. Mm-hmm. Puis là, je dis à Mireille, non, je dis à Mireille, tombe endormi. Par le temps qu'on est rendu à Moonbeam, Mireille a fait dodo. Non, tu me dis, tombe pas endormi. Non, OK, non, à Moonbeam, t'exagères. Là. OK, Moonstruck au moins. Minimum. t'exagères. Non. OK, assez à propos de nous. Ouais, franchement. On n'est pas intéressant tant que ça. Non. Partie 5. Emprisonnée. Dawn est claire dès le premier jour qu'elle est admise. Aussitôt qu'elle aura la chance, elle s'évadera de l'asile pour retourner chez elle, à ses enfants qui, dans sa tête, n'ont pas vieilli. Dawn, comme je l'ai dit plusieurs fois, a des troubles de mémoire, mais elle n'est pas folle et elle n'est certainement pas stupide. C'est important de se rappeler de son état mental dans cette histoire. Dawn est coincée dans le temps dû à son attaque de cœur. Dawn est placée dans le pavillon 2A de l'hôpital, qui est un pavillon féminin fermé à clé. Elle est gardée là parce qu'elle pose un risque d'évasion. So, René, j'ai une petite question. Oui. Donc là, elle est dans une aile où est-ce qu'elle s'est fermée à clé. Oui. Elle veut se sauver. Est-ce qu'elle se souvient qu'elle a été, pas incarcérée, comment je dirais ça? C'est comme incarcérée d'une manière, right? Oui, comme j'ai nommé la partie emprisonnée, moi, c'est de même que je vois ça. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas si elle comprend qu'est-ce qui se passe. Tu sais, comme là, elle est là, et tu dis, elle n'est pas folle, elle n'est pas stupide, et elle est stock là, mais elle veut juste retourner à ses enfants. Mais là, je me demande... Oui, puis supposer qu'elle dit à chaque jour, comme je vais aller voir mes enfants, pourquoi je suis ici, ils ont besoin de moi. Ben c'est ça, elle doit se demander pourquoi qu'elle est là. Ben probablement. Comme il y en a nulle part dans les sources qui tentent d'expliquer son état, comme comment elle se ressent. Parce que je pense que ça aurait été dur à comprendre. Mais on peut certainement s'imaginer que c'est ça, là, qu'elle est embarrée en quelque part, elle comprend pas pourquoi. Oh my God! Imagine. Ben c'est pour ça que je me mettais à sa place comme c'est là, puis je me dis, si elle sait pas pourquoi, puis si elle se souvient pas que c'est fait... Ouais, c'est toutes des possibilités. Ah, j'ai mal au cœur. Ouais, c'est affreux. C'est tellement triste. Dawn a droit à des visites supervisées de ses enfants à Kirkland Lake. Mais je sais pas à quelle fréquence. En entrevue, il me semble que sa fille Sandra n'a pas vraiment de souvenir d'avoir visité sa mère à l'asile. Comme ce qui est normal, tant qu'à moi, je voudrais pas vraiment emporter mes enfants, enfants là, ça serait une vraiment mauvaise expérience pour eux. Des visites à la maison, ça doit être beaucoup mieux pour les enfants, mais en revanche, ça doit être absolument dévastant pour Dawn à chaque fois. Ben imagine, faut que tu retournes. T'es chez vous, puis là, tu sais pas pourquoi, mais il faut que tu retournes à l'hôpital. Ouais, comme encore là, je sais pas, je comprends pas exactement comment que sa mémoire fonctionne, mais quand même. C'est possible qu'elle se sentait de même, oui. Mais je me l'imaginais à tout bout de champ quand je lisais l'histoire. En fait. Tu regardes des personnes âgées qui sont au prix d'Alzheimer's, là. Ils sont à l'hôpital. Ils savent pas pourquoi ils sont là. Des fois, ils pensent qu'ils sont retournés à la maison, puis
C'est qu'ils partent pour des visites, puis après ça, ils retournent. Ils comprennent pas. Pendant les visites à la maison, par exemple, ça a l'air que ça va bien, puis Sandra a dit comme les infirmières sont fines, puis elle a des bons souvenirs de ça. Mm. Elle dit qu'elle fait jouer Summer of 69 par Bryan Adams, puis Dawn, elle aime ça, puis elle chante, puis elle danse. Oh! La première infirmière en charge de Dawn à l'hôpital, elle aime beaucoup Dawn. Elle dit que Dawn est drôle et que c'est évident qu'elle était une personne très amicale. Elle coopère bien avec le personnel et n'est pas du tout un problème. Dawn parle toujours de ses enfants. Elle se répète beaucoup aussi à cause de sa condition. L'infirmière dit que pour Dawn, ses enfants, c'est son focus principal. Elle veut absolument retourner vivre avec ses enfants. Oh my God! Elle s'appelle elle-même Dawn the Running Bear. Puis je crois ici que Dawn réfère à elle-même comme ours dans le sens de maman ours. C'est parce qu'une maman ours, c'est très protectif de ses oursons. Puis Dawn, elle s'ennuie beaucoup de ses petits oursons. Ah, ton histoire me fait pleurer. Ouais, je m'excuse Oh my God, si je peux pas vous êtes en train de m'imaginer. vivre un roller coaster émotionnel comme Mireille, comme c'est là. C'est pas... Ok, mais c'est pas drôle. C'est juste... C'est tellement triste comme mère. Tu te mets à sa place, puis fudge. Tu vois même pas tes enfants. Ben, tu sais, elle réalise pas que ses enfants ils vieillissent pas, là. Ben, excuse. Elle réalise pas que ses enfants vieillissent, mais il me semble que t'es même pas là pour eux autres, là. Je serais... Ah... Excuse. C'est moi. Ah, il doit y en avoir d'autres qui, à l'écoute qui se sentent comme toi. là. Ah, fudge. Puis les messieurs aussi, hein? Les pères, on a des émotions nous autres aussi. On se gêne pas. Mais non, je sais, c'est juste... Oui, j'ai un petit peu moins de misère parce que j'ai pas. Ça fait 2-3 semaines que je lis à propos de l'histoire, mais au début, ça Ah! me rendait pas mal triste aussi. là. Je me rappelle, tu as dit, je vais probablement te faire pleurer, puis Colin, tu me fais pleurer. Dawn a tente de s'évader à plusieurs reprises. Pendant les 9 années qu'elle est là, elle tente de s'évader 9 fois. Elle ne cache pas du tout au personnel de l'hôpital qu'elle s'évadera à la première opportunité qu'elle aura. Elle veut absolument retourner chez elle à Kirkland Lake pour prendre soin de ses enfants. Elle dit au personnel que ses enfants ont besoin d'elle, ils ont besoin de leur maman. Étant donné l'état de sa mémoire, c'est très probable que Dawn ne comprend même pas pourquoi elle n'est pas à la maison avec ses enfants. C'est ça qu'on vient juste de parler, je l'avais écrit dans mon texte. Je me rappelais plus, par exemple, quand on discutait de ça 30 secondes passées. Non, c'est ça. Peut-être qu'elle s'en rappelle pas non plus. Puis c'est vrai que, comme maman, t'es certaine. Mais tes enfants, ils t'ont besoin. Ils t'ont toujours de besoin. Ça n'a pas rapport à quel âge qu'ils ont. Ils t'ont besoin pareil. En tout cas, on prend des breaks à chaque paragraphe pour dire comment triste que c'est. Excuse. Arrêtez de parler. Moi, je pleurais dans mon coin. Moi non plus. Ouais, je ris, mais c'est pas à cause que c'est drôle. C'est un rire inconfortable. À plus d'une occasion, Dawn réussit à voler les clés d'un membre du personnel pour s'évader. Une fois, on la retrouve sur le bord de la route 11 en train d'essayer de faire du pouce, comme de l'autostop, du hitchhiking. Mais si son intention était de s'en aller en direction nord vers Kirkland Lake, Dawn se trompe et tente de faire du pouce vers le sud sur la 11, vers Barrie et Toronto. Sandra, sa fille, dit qu'elle doute fortement que sa mère sache réellement dans quelle direction s'en aller, dû à l'état de sa mémoire. Il faut se rappeler, North Bay, c'est à l'intersection de la route 17 puis de la route 11. Fait qu'on peut vraiment s'enligner dans n'importe quelle région du Canada assez vite de North Bay. Puis Dawn aussi, c'est une fumeuse, une chain smoker, comme elle fume beaucoup. Elle demande toujours c'est quand son prochain smoke break. Quand sera la prochaine fois qu'elle pourra aller fumer une cigarette. Puis c'est les années 90, on fume encore partout à l'intérieur. Tu sais, il y a des sections fumeurs dans les restaurants. Est-ce que ça n'avait pas de bon sens? Arc! Oui! La boucane ne promène pas. Ouais. La boucane se promène pas. La table à côté de toi. C'est une section fumeur. Ils peuvent être en train de fumer sur ton steak. Oui. Sur tes patates, sur tes fraises. Oui. Puis, non, ils sont dans la section fumeur, c'est correct. C'est correct. Ouais. T'en rappelles-tu comment que quand t'allais au bar ou à des soirées, comment que t'étais tellement plein de fumée que t'en avais mal aux yeux? Ben, moi, le souvenir que j'ai, c'est que comme ma mère, quand elle revenait du bingo, elle sentait la cigarette très, très, très fort. Parce qu'on ne fumait pas chez nous. Fait que quand quelqu'un rentre, puis il y a cette senteur-là sur son linge, ça paraît tout de suite. Ah, tu le sens tout de suite, oui. Mm-hmm. Il y avait des cendriers un peu partout. Des cendriers. Oui. Des choses, tu sais, on dit souvent qu'on était mieux dans le passé, mais pour la cigarette, là, on est bien mieux aujourd'hui. Ben, tu sais quoi? Les beaux cendriers sur pied, c'était actually vraiment beau. En tout cas, j'ai dit que j'allais juste broyer dans mon coin, puis je parlais plus. Là. Dawn peut fumer, mais seulement si elle est accompagnée par quelqu'un.
elle est emportée en dehors de son pavillon verrouillé dans la salle commune pour fumer. Puis la salle commune, c'est aussi là que les autres, ils mangent. Fait que, tu sais, La cafétéria. c'est ça. Dans ce temps-là, on fume, on mange à la même place. Le 29 juillet 2000, à Kirkland Lake, à l'âge de 44 ans, Brooks McNeil, le mari à Dawn, il décède. Non. J'ai pas trouvé du tout de quoi qui est mort. Non. Il n'y a aucune information disponible sur Oh. Internet. Mais comme maudit que c'est jeune pour mourir. Ben oui. 44. 44 ans. Fait que je sais pas qu'est-ce qui a pu lui arriver, mais là, les enfants à Brooks et Dawn sont pris en charge par un autre membre de la famille, vivant aussi à Kirkland Lake. Ben au moins c'est quelqu'un de la famille, là, mais c'est vraiment triste. Mhm. Ils n'ont plus de mère, ils n'ont plus de Ben père. non. Oh my God. Puis on planifie de déménager à Sudbury dans les années qui suivent. Comme eux autres qui prennent soin des enfants, Mhm. ils déclarent qu'ils veulent aller à Sudbury. Partie 6. La salle de bricolage. C'est une journée un peu folle dans le pavillon 2A le 9 août 2001. Jeu de mots absolument pas intentionnel. Ah, slow. Le personnel est très occupé avec des patients qui ont de graves troubles mentaux et physiques, entre autres les assister à l'eau toilette, les laver, etc. Apparemment que c'est plus occupé que d'habitude ce jour-là. On sait-tu pourquoi? Non, Non. non, ils disent que c'est plus occupé. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est pas vrai, mais... À quelque temps, entre le dîner et le souper, Dawn marche d'un bout à l'autre du corridor, arrêtant plusieurs membres du personnel pour savoir si c'est le temps de sa prochaine cigarette. Normalement, on accompagne Dawn dans la salle commune pour aller fumer. Mais cette fois-ci, puis on ignore pourquoi, mais on fait une exception et on décide d'emporter Dawn dans la salle de bricolage au lieu. La salle de bricolage est située dans un édifice différent du complexe, mais les édifices sont reliés par des passages, et on n'a pas besoin de sortir dehors. Il y a comme des petits passages comme à l'intérieur quand même. Oh oui, comme à l'hôpital, là. C'est ça, oui. Mhm. Dans les écoles. Il y a des passages avec des portes. Dawn et un membre du personnel marchent à travers le complexe pour s'y rendre. En arrivant dans la salle de bricolage, l'employé responsable au bricolage dit à la personne qui escorte Dawn que comme c'est là, elle est trop occupée pour prendre soin d'un autre patient. Et, alerte de pognage de nerfs, Mireille, Non. l'employé qui accompagne Dawn lui dit « Dawn, promets-moi que tu vas pas essayer de te sauver, là. » Oh, OK. Bravo. Donne-y donc une idée. Dawn promet de ne pas se sauver, Ben oui. puis elle allume sa cigarette. L'accompagneur quitte. On laisse Dawn sans supervision, elle qui doit être surveillée 24/7. Elle qui dit à chaque jour qu'elle va se sauver. Il y a d'autres patients dans cette salle-là en train de bricoler puis d'utiliser des machines à coudre. Puis la responsable du bricolage, elle aide présentement un patient à apprendre à utiliser une machine à coudre. Puis elle a dit à l'autre employé qui a amené Dawn, « Je peux pas la watcher. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Puis ils Mhm. l'ont laissé là quand même. Tu vois où est-ce que ça s'en va, là? Ben oui. Dans la salle de bricolage, il y a une porte qui mène à la cour extérieure. La porte est supposée d'être verrouillée, mais plusieurs membres du personnel témoignent que la porte était souvent déverrouillée pendant la journée pour faciliter l'accès à l'édifice pour les employés. Ah, qu'est-ce qu'on pense comme c'est là? Tabarnak? Mhm. Non, c'est ça, j'ai découragé. Dawn a peut-être vu un membre du personnel se servir de la porte, ou peut-être elle-même a décidé d'essayer la porte, juste pour voir. Mais ce qu'on sait est que Dawn, n'ayant aucune surveillance, pousse la porte. La porte s'ouvre et Dawn se dirige vers l'extérieur. C'est une belle journée chaude. Il fait 30 degrés Celsius le 9 août 2001. Ouais, très chaud. Très chaud. Dawn se retrouve à l'extérieur, libérée de sa prison. Tant qu'à elle, elle peut finalement rejoindre ses enfants. Oh. C'est la 10e et dernière fois qu'elle tente de s'évader. Cette fois-ci, elle ne sera jamais retrouvée. Oh, pas vrai. Même si Dawn est considérée comme portant un risque d'évasion élevé, Dawn est laissée sans supervision dans la salle de bricolage. Au temps de sa disparition, Dawn a 43 ans. Elle est une femme autochtone de 5 pieds 6, qui est 1,68 mètres, et pèse environ 115 livres, qui est 52 kg. Elle a les yeux verts et ses cheveux sont courts et bruns. Elle a une légère cicatrice sur sa joue gauche. On croit qu'elle portait une petite robe d'été rose et des sandales. Puis je dis on croit parce qu'on base ceci sur le linge qui est absent de son garde-robe. Il n'y a pas personne qui se rappelle de Ben ça, qu'est-ce qu'elle portait?
Oui, puis ça me dit quelque chose d'autre. Ça me dit qu'il n'y a pas de caméra Les de caméras, surveillance. ben c'est ça. Il n'y a personne qui a de l'air à savoir qu'est-ce qu'elle Même portait. pas dehors. Il n'y a pas de... C'est, Tu sais, je suis comme... c'est 2001, ça me surprend Ben beaucoup. c'est ça. Il y avait toujours des caméras dehors, au moins. Ben oui. Puis même si c'était pas digital, même si c'est tout sur des cassettes, comme Ouais, normalement, qu'est-ce que les gens faisaient dans ce temps-là? C'est qu'ils réutilisent la même cassette aux 24 heures. Oui. Puis c'est comme une grosse institution, comme un hôpital. J'oserais croire qu'ils ont un système sophistiqué. Mais Puis des caméras avec des systèmes de sécurité. la porte, quand elle est verrouillée, peut-être que c'est connecté au système de sécurité, mais ils ont tous dit que la porte dans cette salle-là, il y a débarrait pour faciliter l'accès au personnel. C'est comme peut-être qu'il y a un parking proche, puis il y a quelqu'un qui a dit Hey, moi, cette porte-là, ça irait bien mieux si je peux rentrer là. Puis la sécurité, ils ont dit OK, bon, on va débarrer pendant la journée. Ben oui, mais donne des clés à ton staff. Laisse faire le reste. En tout cas, oui, je vais pogner les nerfs parce que tu penserais qu'il y aurait eu des gardes de sécurité avec des caméras. Quand les dépanneurs, il y avait des caméras dans ce temps-là. Là. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été mal en même temps. En tout cas, je devrais pas blâmer, là, mais c'est ça. Voyons. À l'heure du souper, à 17h, Don n'est pas là. Le personnel se met à chercher partout dans l'hôpital, puis à l'extérieur de l'hôpital, et en bordure de la route 11. Mais on ne trouve pas Don. Là, Mireille, qu'est-ce que tu penses qu'on fait à ce point-ci? Il est rendu l'heure du souper, il te manque un patient. On appelle les polices pour porter un patient disparu. Ben non! Ben oui. Ben non, c'est pas ça qu'ils ont fait. C'est pas fini le pognage de nerfs. L'hôpital ne contactera pas la police de North Bay avant le lendemain matin Pourquoi? à 8 heures. Pourquoi? C'est entre 15 et 20 heures plus tard, dépendant de quelle heure d'après-midi que Don est disparu. Elle peut en avoir fait du kilomètre, là. Entre 15 et 20 heures. Ça a fait du pouce, c'est rendu Ben... comme Manitoba, Saskatchewan, peut-être. Colin. Si elle s'en va dans la mauvaise direction, si elle comprend pas où elle s'en va, si quelqu'un la remonte puis réalise qu'elle comprend pas où elle s'en va. En plus. Comme sa condition est tellement grave qu'elle est à l'asile. Si quelqu'un la remonte, ils vont remarquer assez vite qu'il y a quelque chose de pas correct avec comme son état d'esprit. Hein? C'est effrayant à penser. J'aime pas ça. OK, je vais t'expliquer pourquoi on attend. Ouais. À un certain temps, pendant les 9 années qu'elle est patiente à l'asile de North Bay, la décision sera prise par les médecins spécialistes en charge de Don de ne pas renouveler son certificat d'admission involontaire. Là, c'est le temps que je t'explique c'est quoi la différence entre un patient volontaire et involontaire. Tu te rappelles, au début de l'histoire, je t'ai dit ils l'ont admis involontairement? Ben oui. OK. Fait que là, on a découvert qu'à un certain point, ils ont changé son statut de involontaire à volontaire. OK, on sait pas quand exactement? Non, mais ça s'est produit dans ce 9 ans-là, en quelque part. OK. Généralement, en Ontario, il existe 2 façons pour que quelqu'un se retrouve dans un établissement de soins de santé mentale. Volontairement ou involontairement. Volontaire, c'est assez évident, mais je t'explique involontaire. Une personne peut être admise comme patient involontaire sur recommandation d'un médecin. En Ontario, tout médecin peut faire une demande d'évaluation psychiatrique d'un individu. Les autorités publiques, comme la police, les responsables hospitaliers, sont obligés de détenir la personne une fois que la demande est faite. Le médecin doit donner à cette personne un avis écrit de la demande et citer les raisons. La détention est limitée à 72 heures. Pendant ces 72 heures-là, un autre médecin doit évaluer l'état du patient. Tout patient détenu involontairement a droit à une audience devant la Commission du consentement et de la capacité de la province. Le patient a droit de retenir les services d'un avocat. 2 opinions sont nécessaires. Les médecins déterminent que la personne admise répond à l'une des exigences de la loi sur la santé mentale, puis signe un certificat d'admission involontaire. Le certificat a une durée limitée et est valide comme suit. Le premier certificat, il est bon pour 1 mois. Le deuxième certificat, il est bon pour 2 mois. Puis le troisième certificat, il est bon jusqu'à 3 mois. Là, j'espère que toutes mes recherches sont correctes, là, mais le point que j'essaie de faire, là, c'est que c'est compliqué l'affaire. C'est vraiment compliqué. Ça sonne compliqué, oui. N'importe quand, le médecin peut révoquer le certificat. Après l'échéance du troisième certificat, celui de 3 mois, l'individu recevra une audience automatique devant la Commission du consentement et de la capacité. La commission est indépendante de l'hôpital. Bien que l'individu n'est pas obligé d'assister à l'audience, il peut le souhaiter s'il essaie de démontrer qu'il ne devrait plus être soumis au certificat et devrait être autorisé à quitter l'hôpital. C'est beaucoup d'informations, cela, là, mais les choses importantes à retenir, c'est que
Au maximum, on peut faire un certificat d'admission involontaire qui dure 3 mois, d'après mes recherches. Puis après ça, il faut passer en audience, puis il faut faire bien de la paperasse, blablabla. C'est une grosse job bureaucratique, puis il faut refaire le certificat à tout bout de champ. Ben, c'est ça. Aux 3 mois? C'est ça que j'ai trouvé, oui. Ben, elle était de même pendant 9 ans. Elle était là 9 ans. Fait que j'imagine Mon qu'on Dieu. vient tanner de refaire le certificat. Ouais. On se dit, la condition à Dawn, c'est permanent, ça ne va pas changer, elle ne va pas s'améliorer, blablabla, etc., etc. La lâcheté, vraisemblablement, gagne le combat et on décide de convertir Dawn à une patiente volontaire de l'hôpital. Qui était pas vrai pantoute, parce qu'elle voulait s'en aller. Oui. Puis, c'est une procédure légale. Puis, d'après sa fille Sandra, on ne consulte pas la famille pour ceci. Oh. Au lieu, on offre à Dawn une consultation légale interne, whatever that means, Mhm. qu'elle n'a absolument pas les capacités de comprendre et on la fait signer une admission volontaire. Non. D'après moi, tout ça pour se sauver d'un peu de paperasse. C'est évident. Okay, j'espère que ça te trigger tout ça, parce que c'est ça le point un peu. Là. Tu veux me triggerer? Ben, je veux que ça soit choquant, right? Parce que ça l'est choquant. Clairement, elle ne comprend pas ce qui se passe. Puis là, il y a à fond signé des papiers Je qu'elle suis triggerée depuis n'a pas d'affaire à signer. un bout. Même si Dawn est maintenant patiente volontaire, elle n'a pas de privilège d'accès à la cour extérieure de l'hôpital et elle est considérée comme ayant un risque élevé d'évasion. Elle est patiente involontaire en tout sauf en nom. Où est la logique de la convertir à volontaire? Mhm. Parce que ça veut dire qu'elle peut techniquement quitter de son propre gré n'importe quand. Mais on continue de la garder dans le pavillon 2A qui est verrouillé 24/7. Ça fait pas de sens. Non. Non, non. Puis clairement, ouais, c'était impossible que ça. Elle comprenait pas ce qu'elle a signé, c'est garanti. Non, il dit on y a offert de l'aide légale. Mais c'est quoi? C'est comme c'est l'avocat sur retainer de l'hôpital qui va dire à elle oui, il faut que tu signes ça, c'est bon pour toi. Une chance que les auditeurs me voient pas rouler mes yeux comme c'est là, parce que ça n'a pas de bon sens. Tu peux pas avoir de l'aide légale si tu sais. Puis à part de ça, là, cet avocat-là, Ben si, c'est il un aurait avocat. pu dire que. Ouais, mais de l'aide légale. De toute façon, Ouais. c'est quelqu'un qui est supposé d'être la voix du patient. Puis évidemment, hein, lui aussi, s'il connaît le cas, il aurait lu qu'elle n'a pas de mémoire, elle n'a pas de façon de communiquer. Comme tu sais, mettons que. Premièrement, elle aurait dit qu'elle voulait pas être là. Ouais. Elle leur dit qu'elle veut se sauver, mais ils leur font signer volontaire puis elle garde En tout cas, barrée quand même. je suis même pas capable de faire une phrase au complet. Ben c'est choquant. Je suis juste trop fâchée. Ouais. Donc, on revient à l'évasion et à l'attente de plus de 16 heures pour appeler la police. Quand on remarque que Dawn a disparu à l'heure du souper, elle est techniquement patiente volontaire, comme qu'on vient juste de décrire. Elle a le droit sur papier de quitter l'hôpital n'importe quand. L'hôpital ne peut pas la déclarer disparue parce qu'ils ont fucké up big time avec son certificat d'admission Ça a pas involontaire. de sens. Il est rendu passé 17 heures. J'ai dit c'était à l'heure du souper qu'il remarque. Et puis là, le personnel professionnel ont fini leur travail pour la journée probablement à 5 heures. Toutes les big shots de l'hôpital sont partis, ils ont fini leur journée. Ouais, les autres sont partis. Mais, en tout cas, ça peut être les autres le soir qui feraient le meilleur job, peut-être. Who knows? Le lendemain matin, les psychiatres de l'hôpital signent les formulaires nécessaires pour réadmettre Dawn, dans son absence, comme patiente involontaire. Quoi? Ils attendent c'est pour ça qu'ils ont attendu à appeler les polices. Répète ça, là. Il est passé 17 heures, il est passé 5 heures PM quand Ouais. il remarque qu'il n'est plus là. Il n'y a pas personne pour signer des papiers Ouais. pour la déclarer involontaire. Ça, on juge que c'est pas légal d'appeler la police. On attend au lendemain matin, à 8 heures, quand que les psychiatres, les docteurs, les personnes à autorité à l'hôpital, ils commencent leur journée. Ouais. Là, eux autres, ils signent des formulaires pour réadmettre Dawn, même si Dawn n'est pas là, comme patiente involontaire. Là, ils veulent la redéclarer involontaire sur papier, puis là, finalement, ils vont appeler la police après que ces papiers-là sont faits. C'est donc ben croche! C'est très croche. Wow! On veut pas que personne sache qu'on a fucké up, ça fait qu'on va refaire les papiers comme du monde. Ça fait au-dessus de Wow. 16 heures qu'elle a disparu, en petite robe d'été et en sandales, après une nuit complète, peut-être dehors. Si elle a réussi à faire du pouce, elle est sans doute rendue très loin. Si elle est partie à course dans le bois, elle peut avoir fait plusieurs kilomètres aussi, ou peut être gravement blessée. Elle n'est pas, Déshydraté. elle est pas habillée pour faire Très chaud. ça. Mhm. La nature,
comme n'importe où, mais comme surtout dans le nord de l'Ontario, c'est rough. Les éléments. Ouais. Mhm. Tu vas pas survivre longtemps. Non. On a perdu les heures les plus précieuses pour retrouver Dawn. Tout ça à cause d'une technicalité de paperasse. Wow. Je suis pas expert légal, mais si quelque chose est arrivé à Dawn, quelque chose de grave, il me semble que l'hôpital et les médecins responsables devraient être tous criminellement responsables pour négligence. Ouais, t'es pas expert légal, mais Comme c'est t'es capable facilement, d'avoir du bon sens. c'est facilement la faute à plusieurs personnes qu'elle a sorti dehors. Mhm. Tu sais, elle ne le cachait pas. Tout le monde le savait, elle les avertissait. Elle a fait que c'est qu'elle dit que t'as pour fait. Puis eux autres, ils ont fait plein d'erreurs qui ont permis ça à arriver. Hmm. Puis il me semble qu'il y a plein d'étapes dans l'histoire où c'est que tu vois, OK, ben, on aurait pu corriger ci, on aurait pu corriger ça. Comme il y avait bien des places à réparer, qu'est-ce qui se passe? C'était pas comme un événement soudain. Partie 7, le coffre-fort. Mireille a fait une face. J'ai une face de quoi tu parles, le coffre-fort, what? Là, je vous entends tout dire. C'est épouvantable. L'hôpital, ils ont fait plein d'erreurs qui ont mené directement à l'évasion de Dawn. Le certificat, ils l'ont laissé là tout seul. Mais René, il n'y a pas vraiment de crime. Où est le crime? C'est à propos du crime, ce podcast-là, si bon, Chris? C'est un crime. Oui, mais comme, je veux dire, je peux voir que un avocat serait capable de dire non, il n'y a pas de crime. Y a Right? pas Comme de c'est pas crime. noir sur blanc. C'est right? pas... OK, non, ce n'est pas un crime. C'est très une moralement négligence. pas correct. Ouais, c'est ça. Oui, je pense qu'il y a négligence, mais c'est comme extrêmement moralement pas correct. Toutes les sources d'informations que j'ai trouvées pour l'histoire de Dawn semblent passer par-dessus les prochains détails comme s'ils ne sont pas vraiment importants. Puis ça, c'est une grosse erreur tant qu'à moi. Dawn, on se rappelle, est autochtone. Au Canada, les Autochtones ont droit à quelque chose qui s'appelle officiellement le statut indien. Oui, je suis d'accord, le nom est épouvantable, mais c'est techniquement ça que ça s'appelle d'après le site web du gouvernement du Canada. Donc, je vais utiliser le mot officiel. Je vous lis un paragraphe tiré mot pour mot du site web du gouvernement du Canada qui explique comment épouvantable que ce nom-là y est. De nombreux Autochtones du Canada préfèrent ne pas se décrire comme des Indiens et considèrent que ce terme est ancré dans le colonialisme et le racisme. En vertu de la loi sur les Indiens, le sens juridique précis du terme indien fait référence aux personnes des Premières Nations qui ont droit à l'inscription. Si faut que tu écrives sur ton site web que ça s'appelle indien, mais c'est épouvantable que ça s'appelle indien. Ben, c'est ça, c'est selon la loi Ouais, selon la loi sur les Indiens. sur les Indiens. C'est weird l'affaire. Les gens ne veulent pas se faire appeler des Indiens, mais on les appelle quand même des Indiens. Ouais, c'est à peu près ça que ça dit. Je pense que c'est une... Tu sais quoi, je sais pas à quelle date ça a sorti, mais comme ça aurait besoin d'être mis à jour. Oui. Fait que pour nos auditeurs internationaux, parce qu'on voit qu'il commence à en avoir beaucoup en Europe, Un peu. on salue l'Europe. Allô? Au Canada, le statut d'Indien accorde des avantages spéciaux aux détenteurs, comprenant l'octroi des réserves et des droits qui y sont associés, une saison de chasse prolongée, un accès plus facile aux armes à feu, une exemption des taxes fédérales et provinciales sur les réserves, ainsi qu'une plus grande liberté dans la gestion des franchises de jeux et de tabac grâce à une intervention gouvernementale et des taxes moindres. Donc, Dawn, en tant qu'Autochtone, a une carte de statut indien. Sa carte, avec quelques autres de ses effets personnels, sont pas dans la possession de Dawn immédiate. La carte et sa valise, qui est un duffel bag, sont entreposés dans ce qu'on appelle le vault de l'asile, le coffre-fort. C'est de là que ça vient. Oui. Les patients n'ont pas accès à ceci, qui est très évident. Mhm. Seulement certains membres du personnel peuvent y accéder. Pourquoi je te dis ça, Mireille? Je sais pas. Tu veux-tu essayer de deviner? Parce que ces choses n'ont pas été retrouvées dans le vault. Bravo! Eh. Quand on va dans le coffre-fort pour récupérer les effets personnels de Dawn, puis j'imagine c'est pour les donner à sa famille, c'est pas expliqué quand que ça arrive, on constate que la carte de statut indien et son duffel bag, c'est sa valise, ne sont plus là. C'est un détail clé qui, tant qu'à moi, sans doute, implique que Dawn a eu de l'aide, d'une façon ou d'une autre, d'un membre du personnel Ben oui. à obtenir sa carte et son duffel bag, puis possiblement qu'elle a eu de l'aide à s'enfuir. Ah, vraiment, hein? Elle n'aurait pas juste sorti comme ça de la salle de bricolage? Ben, là, comme cette histoire-là, c'est-tu vrai? Tu sais, comme si elle se sauve juste par chance une journée qu'on décide d'être un peu lâche, puis on la laisse toute seule, puis on lui dit « Dawn, sauve-toi pas! » C'est-tu vraiment sauvé dans ces circonstances-là?
ou la personne qui raconte l'histoire l'aidait aussi. Comme, ça rouvre plein de possibilités. Dans Kamui, comme le fait que sa status card puis sa valise sont plus là, c'est vraiment mystérieux. C'est mystérieux parce qu'elle y aurait-tu pensé? Non. C'est Puis elle peut ça. pas y aller toute seule. C'est impossible. Ben, ils ont dit qu'elle a déjà volé des clés, Ouais. mais comme je pense pas qu'elle rentre là puis qu'elle vole quelque chose puis personne ne la remarque. Ça, j'en doute fortement. Puis c'est juste certains membres du personnel qui avaient accès. C'est ça que j'ai lu. Weird. Ça devient super mystérieux tout d'un coup avec ça. Oui. Puis dans les autres sources qui parlent de cette histoire-là, comme ils passent par-dessus ça, comme si c'était un petit détail. Puis après ça, ils expliquent plein de théories qu'eux autres ils pensent. Puis moi, j'aime pas ça, expliquer trop de théories. Je veux plus rester dans les faits. Mais comme le petit détail que ces choses sont plus là, c'est aussi tant mystérieux que dans l'épisode 3, là, où ce que Luc Joly, où ce que ces choses sont là. C'est vrai. Tu sais, son manteau, puis son sel, puis ses lunettes sont à une place, puis lui, il l'est pas. Mais là, Don la sauve avec ces choses. Puis ça, c'est vraiment mystérieux. Quoi. On peut quasiment rentrer dans un vrai gros rabbit hole de ce Oui. qui pourrait arriver ou de ce qui a peut-être arrivé. Ouais, non, on va se fier aux faits, Oui. mais Mais je pense que c'est un détail très important. C'est pas besoin d'en parler longtemps. ben oui. Puis là, c'est pas un cas à North Bay si on chie pas sur la police de North Bay. Ah, la fameuse police de North Bay. On salue les policiers de North Bay. Oui, je m'excuse beaucoup. J'ai un cas que je suis en train de travailler dessus, que j'espère faire comme le prochain ou le surprochain, mais la police de North Bay a fait un très bon travail. Fait que je vais juste le dire tout de suite. là. Il n'y a pas juste du négatif. La police de North Bay va venir cogner ici. Il n'y a pas de juridiction ici. eux autres. Ah, tu sais jamais. À ce jour, le site web de la police de North Bay indique que Dawn a été patiente à l'hôpital psychiatrique pendant 18 ans, ce qui est faux. Elle y a été pendant 9 ans. 9 ans. Oui, c'est pas juste une petite erreur, c'est une très grosse erreur. Ils l'ont doublé. Puis je l'ai rechecké aujourd'hui, c'est encore pas correct. OK. Wow. Puis dans les premiers rapports de disparition, une fois qu'on a décidé d'appeler la police, comme la police n'a pas été lente dans ce cas-là, c'est l'hôpital, là. Mais on dit aussi que Dawn est blanche dans les premiers rapports de personnes disparues. Il me semble que l'ethnicité d'une personne, c'est comme pas mal beaucoup important quand on donne une description. là. J'ai vérifié les éditions du North Bay Nugget pour ces jours-là. Puis le samedi 11 août, il y a une petite photo de portefeuille de Dawn sur la page A2 qui dit qu'elle est disparue. Rien d'autre. Petite? Ah. Sur la même page, il y a une annonce du bulk burn qui prend à peu près 5 fois plus de place que le paragraphe minuscule qu'on donne à Dawn. Voyons donc. C'était-tu la même chose que Luke aussi? La deuxième fois qu'il avait publié, c'était une petite affaire de même aussi? Ouais, c'est une histoire de même aussi que son père raconte. Ridicule. Mais celle-là, tu sais quoi, celle-là, je ne l'ai pas vérifiée parce que cette semaine, j'ai pris un free trial comme un abonnement test à newspapers.com. Mhm. So, j'ai pu rechercher dans les journaux pour Dawn, puis comme il n'y avait pratiquement rien, là. Puis ça m'a frappé tout de suite ça, de voir que, tu sais, il y a un petit spot sur la page A2, puis là, Dawn est là, puis il y a cette petite photo de portefeuille, puis là, ben gros, il y a une annonce de bulk burn. Comme, ils l'ont oublié tout de suite. Dawn, La là. page A2. Oui. Really? Oui, je me souviens de la page. Ben, je l'écris dans le texte aussi. Non, là, mais c'est à cause que t'as pas son aile à l'hôpital aussi? A2? 2A. Ah! Ça proche. D'après mes recherches, il n'y a jamais eu de recherche policière pour Dawn. À part de la recherche initiale par les employés de l'hôpital, j'ai pas trouvé aucun autre indice que des recherches auraient eu lieu. T'es pas sérieux? Puis ceci est confirmé par Sandra, la fille de Dawn, qui dit que la police de North Bay n'a absolument rien fait pour retrouver sa mère. À sa disparition, Sandra elle a 14 ou 15 ans, elle est certainement assez vieille pour s'en rappeler. Ils n'ont pas eu de fouille, rien. J'ai pas trouvé aucun signe de ça. Puis sur le site web là, Wow. de la police de North Bay, quand ils parlent de Dawn, ils Mhm. disent comme, tu sais, on a fait telle chose, mais ils mentionnent juste qu'ils ont fait des entrevues, puis ils ont fait des check-ups avec l'hôpital, des choses de même. Ça ne dit pas spécifiquement qu'ils ont été recherchés comme dans le bois, proche de l'asile ou des choses de même. Là. Puis c'est quelque chose que tu dirais, Ben me oui. semble, dans ce cas-là. Là. Ben oui, il y aurait eu des articles où est-ce que ça dirait on a cherché pendant 2 semaines, on a cherché dans le lac, on a cherché Ouais. dans les bois, on a Ça interviewé passe aux dans les alentours, tu sais. Oui, ça Ça- passe des journaux garantis. Ouais, je l'aurais trouvé dans les journaux, mais Ben oui. j'ai rien trouvé. Ah. Partie 8. Roger. Roger! Là, j'ai introduit un nouveau personnage. Là. Roger Deschaines a commencé à travailler à l'asile en juillet 2001.
seulement un mois avant la disparition de Dawn. C'est qui ça, Roger Deschaines? T'as déjà entendu son nom? Roger Deschaines, non. OK. Roger Deschaines, puis là, OK, j'arrête de répéter son nom, il ne mérite pas. Oh, non, ah. Il a été arrêté en novembre 2020 pour le viol et meurtre de Micheline Saint-Amour, 40 ans auparavant, en 1980. Ça a pris 40 ans à résoudre le meurtre. En 2020. Oui. OK. Il a été arrêté. OK. Le corps de Micheline avait été retrouvé dans son domicile à East Ferris, juste en dehors de North Bay, le 10 juillet 1980. Micheline était une jeune mère et elle a été poignardée à 23 reprises. Son enfant de 2 ans était dans la maison avec elle au temps du meurtre, puis heureusement, elle a été retrouvée saine et sauve dans une autre chambre. Colin. Roger Deschaines, c'est une grosse tache de marde, Ouais. une gaspille d'oxygène. Après son arrestation, il décrit son geste comme « Nothing short of atrocious, pure evil, I am 100% guilty of her murder. » Après 40 ans. Là, tu te souviens, je t'ai dit, il a commencé à travailler à l'asile 1 mois avant que Dawn disparaisse. En 2001. On prouve que c'est un tueur puis un violeur, 20 ans après. En tant que porteur à l'asile, Roger avait accès au véhicule de l'hôpital et transportait les patients de temps en temps. Je dis pas que Roger est responsable de la disparition de Dawn, il n'y a pas de preuves pour ça, mais il devrait certainement être considéré comme suspect. C'est possible qu'il était un des membres du personnel qui a été envoyé à la recherche de Dawn le 9 août 2001, parce que l'hôpital dit qu'ils ont recherché sur le bord de la 11 pour elle. Fait que, sûrement, il a envoyé quelqu'un en char, tu sais, va 5 minutes, 5 km au nord, 5 km au sud, cherche le chemin. Lui, c'est un porteur. C'était un peu ça, sa job, de se promener alentour. C'était comme, c'est très raisonnable de penser qu'il aurait pu faire ça. Comme lui, là, comme porteur, c'est lui qui donnait des tours au monde, s'il y avait des visites, des choses comme ça. Je sais pas exactement c'est quoi la job de porteur, mais ça Ouais. dit qu'il a accès au véhicule de l'hôpital puis il transporte des patients. Ouais, c'est ça. Ou que c'est lui qui aurait pris la carte et la duffel bag de Dawn du coffre-fort. Pour en faire quoi? Je sais pas. Encore là, je sais pas si le porteur a accès à ça, mais encore là, c'est un employé. Il travaille là au temps de la disparition. C'est un tueur connu. C'est sketch en Christ. Ouais. C'est les premières personnes que tu veux investiguer quand quelque chose... Ben absolument, t'sais, surtout si c'est un violeur puis un tueur. quand quelque chose là. arrive. Ben oui, So, garanti. Ils ne savaient pas en 2001, right? Mais là, Non. comme en 2020, ils l'ont arrêté. J'espère qu'ils l'ont questionné à ce sujet de ça. Oh, tu sais pas? Il n'y a Non. pas de... Non. Non? Wow. Tu penserais? Une des infirmières qui prenait soin de Dawn dit en entrevue, ça se pourrait que Dawn disparaisse, tu sais, vers 5 heures, puis à la fin de son corps de travail, que Roger la ramasse avant de partir. Oui. C'est juste une théorie, mais c'est plausible. Comme j'ai dit tantôt, je voulais pas aller dans la théorie, mais il y a un fucking tueur qui travaille dans l'hôpital qui vient juste de commencer. Ça fait 1 mois quand elle a disparu. J'aime pas ça. Non, ben c'est... De toute façon, il n'a pas été arrêté. Pas pour un autre 19 ans. C'est ça. C'est quoi les chances qu'il l'aurait pas refait? Ben, ça se peut qu'il l'aurait pas refait, on sait pas, mais je veux dire, t'as rien fait pendant 40 ans? Ça me surprendrait gros, que tu commettes un viol puis un meurtre affreux de même. Non, c'est Après ça que tu as appris ta leçon. Il a pas appris sa leçon, c'est même pas fait de pogner. Ouais. Right? Comme... Ouais, je veux pas dire apprendre sa leçon, c'est le mauvais choix de mots, mais qui récidive pas. Là. Ben, c'est... Ouais. J'ai de la misère avec ça. La police de North Bay dit être au courant que Roger était employé de l'asile au temps de la disparition. Puis en police de North Bay typique, aucun autre détail n'est donné. Police de North Bay. On vous salue, on vous aime quand même. Partie 9. Dawn, la maman ours. Je vais revenir tirer tes émotions un peu pour finir le J'ai vu ta face. Aujourd'hui, on approche l'anniversaire du 23 ans de la disparition de Dawn, si on peut appeler ça un anniversaire. Ouais. Sandra, sa fille, elle donne son ADN à des bases de données de personnes disparues afin qu'on puisse retrouver et identifier sa mère un jour. Elle a aussi un groupe Facebook qui s'appelle Help Find Dawn Ava Carice, qui aide à diffuser de nouvelles pistes et informations au sujet de sa mère. Puis elle a aussi un GoFundMe pour aider à financer une investigation privée. Je vais vous partager ces liens-là sur notre page Facebook. Au fil des années, on recevra beaucoup de tips de la part du public disant qu'on a vu Dawn. Mais ceux-ci sont tous investigués, soit que ce qu'ils disent, c'est pas vrai, ou que c'est simplement quelqu'un qui lui ressemble beaucoup.
Une dame de Timmins va même être obligée de prouver son identité parce qu'elle ressemble tellement à Dawn. Ah, pour vrai? Je vais mettre une photo d'elle à côté de Dawn sur notre page Facebook pour vous montrer à quel point ils sont identiques. Wow! Ah! Ça n'est épeurant, c'est quasiment comme donner de la fausse espoir, voir l'image. Oh, pas vrai. Oui. Oh. Mais comme elle a montré ses ID, ses certificats de naissance, whatever, c'est pas Dawn. Elle a eu vraiment qu'à... Oui. Ben, les investigateurs privés, je pense. OK. Ou la OPP, ça là, je suis pas exactement certain, là. Mais il y a eu un processus pour prouver que c'était pas elle. Là. Elle aurait pu avoir une totalement autre identité sans... Tu sais, comme... Wow! Dawn, elle voulait pas de mal à personne. Personnellement et tristement, je crois pas qu'il y ait des grandes chances que Dawn soit encore en vie. Mais si oui, elle a définitivement besoin d'aide avec sa vie quotidienne. Elle s'est peut-être rendue très loin sur le pouce, sans savoir où qu'elle s'en allait. Elle s'est peut-être rendue dans une autre province et peut-être a été placée dans une institution là-bas. À ce temps-là, d'après ce que je lis, il n'y avait pas beaucoup de communication entre les institutions. Ça se peut que quelque chose de même serait arrivé. Aïe, aïe. Si vous travaillez dans un foyer ou dans une résidence de personnes âgées ou dans un hôpital, puis que là, il y a une patiente qui parle sans cesse de ses enfants, c'est peut-être Dawn. Honey. Elle suivait simplement l'instinct le plus naturel d'une mère de prendre soin de ses enfants. Ça me brise le cœur. Quoi que tous tes cas, ils me brisent le cœur. C'était mon cas sur Dawn. Ah, Curtis. c'est que je le savais. Vas-tu en faire un que va être Ben- résolu un jour? Ben, la dernière fois, j'avais promis que je ne ferais pas une autre personne disparue. Ouais, Puis tu en as fait un autre. Tu j'ai sais même comme- pas tes promesses. très rapidement brisé ma promesse. Oui. Mais c'est pas de ma faute, c'est à cause. J'ai un autre cas. Pas de ma faute. C'est vrai. C'est de ta faute. Tu fais des cas horribles. Je travaille sur un autre cas, puis il me manque un détail très, très, très important. J'attends pour un morceau d'information. Ouais, Ça change toute l'histoire, fait que je veux pas le faire tout de suite. OK. Là, j'en prépare encore un autre. Et puis, ça fait j'en ai au moins 2 qui sont pas des disparitions. Ah, on va te pardonner pour celui-là. Mais j'espère. Ça pas te brise mon cœur. Pauvre Dawn. C'est pauvre enfant en plus. Oh my gosh. Il t'arrive un accident à 32 ans. Mhm. Tu te fais séparer de ta famille, possiblement sans comprendre pourquoi. C'est ça qui est le pire. Elle Ouais. sait pas pourquoi. À Noël en plus. Elle passe, Oh. elle passe 9 ans dans une place de même. Elle peux- a essayé de retourner chez eux. Oui, elle a essayé 10 fois. La dernière fois, elle a été Ah. capable de sortir. Ouais. C'est comme cette partie-là est triste, est très triste. Puis après ça, il y a l'aspect très choquant de l'histoire, C'est ça. qui est toutes les erreurs institutionnelles qui ont été commises, qui lui ont permis de sortir. Mhm. Puis, elle est sortie dans des circonstances très mystérieuses. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un dans le membre du personnel qui l'a aidé, qui a sorti sa carte, Mhm. puis sa valise. Ouais. Puis peut-être qu'on saura jamais. Mais C'est ça ça fait qui est déjà pire. 23 ans. C'est ça. malheureusement bien enligné Ouais. pour que personne ne sache jamais ce qui est arrivé pour de vrai. C'est vraiment triste. Pauvre Dawn. Ouais. Fait que j'espère qu'en racontant son histoire, Mhm. qu'il y ait plus de gens qui en parlent. Tu sais, ça fait 23 ans, mais il y a encore plein de monde qui ont travaillé là, ce jour-là, qui sont en vie, qui se rappellent qu'est-ce qui est arrivé. Il y a quelqu'un en quelque part qui sait qu'est-ce qui est arrivé. C'est ça. Peut-être que ça va leur rappeler de quelque chose, même des petits détails. Hein? C'est toujours les petits détails. On l'espère. Oui. T'as oublié de me dire quelque chose. Tu m'as pas dit d'attacher schématique. Ah! Tu m'as dit que je pognais les nerfs, mais tu m'as pas dit d'attacher schématique. Ah ben, ça va me prendre un checklist là, pour écrire un texte la prochaine fois. C'est faut dire un compliment à Non, Mireille t'es pas au obligé début. de toujours me dire des compliments, tu sais. Il faut... Faut que je pogne les nerfs, à cause que tu veux toujours que je pogne les nerfs. Faut que tu me dises d'attacher ma tuque. Ouais. Ça, c'est rendu quelque chose. OK. Compliment, pognage de nerfs, attachage de tuque. Puis après ça, tirage de sentiments, parce que je m'en viens bon à ça. Ouais, arrête ça, là. C'est pas fin. Hey, tu sais quoi? Au moins, demain, on va rire, parce que demain, c'est la Saint-Jean. Mhm. Ça va me changer les idées un petit peu. Mais par le temps qu'on publie l'épisode, ça va déjà être passé, là, mais
On s'en va voir. Too bad. C'est qui? Dominique Paquette. Et puis. Mariana Mata. Ah oui. Puis il y en a 2 autres là, que je. Puis je me souviens pas des 2 autres, malheureusement. Les Il 2 a autres fallu nous les écoutent googler. puis ils nous sacrent après. Là. Ils nous écoutent pas. There's no way qu'ils nous écoutent. Mais en tout cas, si que oui, je m'excuse. On s'excuse. C'est pas parce que vous êtes pas important, c'est parce qu'on n'a pas de tête. C'est le mom brain pour moi. Moi, j'ai une excuse, j'ai le mom brain. Ouais, moi, j'ai pas d'excuse. Non. T'as juste pas de tête. Ça n'existe pas, ça, dad brain? Non. Non. C'est pas comme dad bod? Non? Pas comme dad bod. Non. C'est juste le mom brain. Puis dad, ben non. Est-ce qu'on a, pas on a d'excuse. rien? T'as rien. Comment ça qu'on a rien, nous autres? T'as la fête des pères qui s'en vient, là. Ouais, mais vous avez une fête des mères, ça se balance. Ben, ouais, mais... Moi, je veux quelque nous autres, chose. c'est plus important. Moi, je veux quelque chose qui complémente mom brain. Non. T'as déjà tout. J'ai pas tout. J'ai pas mom brain. Ouais. Je suis jaloux, je veux mom brain. T'as pas de besoin. T'as pas été enceinte. You don't get the mom brain. Ouais, OK. On finit tout ça, là? Ouais, c'est ça qui est ça, là. We're done. Ben, merci de nous écouter. Et puis, le prochain cas, ça va être le mien. T'avais-tu dit tes sources? Oui, t'as dit tes sources au début, hein? Moi, je suis gentil, je l'ai dit au début. Ouais, moi, j'oublie toujours de les dire. Mom brain! C'est pas une excuse à toutes, là. C'est une excuse à toutes. Les femmes, quand on a des enfants, on peut utiliser le mom brain. Ouais, je devrais juste être d'accord avec toi là-dessus parce que la majorité de nos auditeurs sont des femmes. Probablement des ben, peut-être pas toutes des mères, mais ça, ouais. Je pense que la dernière fois, j'ai vérifié, c'était proche de 75%. Là. 75% des femmes qui nous écoutent, nous autres, on a notre excuse. On peut l'utiliser. Forever. Hi, hi, hi. Ouais, OK, je te donne ça. OK. Bon, ben, salut notre crime de belle gang. Bye. Bye!